Bonjour à tous. On va attendre 2-3 petites minutes que tout le monde arrive. Juste si vous pouvez me répondre si vous m'entendez en répondant dans le chat ou où vous voulez. Juste me dire que vous m'entendez bien, par écrit, s'il vous plaît. Ah, ok, merci Serge. Super. Donc on attend 2 petites minutes que tout le monde ait le temps d'arriver. Voilà, j'attends encore un tout petit peu. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que les nouvelles personnes qui viennent d'arriver m'entendent bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez répondre via le chat, s'il vous plaît. Par écrit, ça ne marchera pas par audio, mais uniquement par écrit. OK. Donc, je vais attaquer. Donc, si vous avez des questions pendant cette présentation et ce webinaire en live, vous pouvez directement me les poser par écrit et puis je répondrai en fonction des questions qui viendront. Je tiens à préciser que pour ce premier webinaire que nous lançons chez Man Machine, nous avons reçu en amont des questions que je vais vous présenter, auxquelles je répondrai pendant toute cette présentation. OK, on y va. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par écrit. Donc, bienvenue dans ce premier Ask an Expert que nous lançons chez Man Machine. Le premier est donc consacré à AutoCAD. Je pense que dans l'avenir, nous allons rééditer cette action de nombreuses fois, peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois. En tout cas, le choix a été fait de commencer par AutoCAD, mais nous aborderons Revit, Navisworks, Dynamo et moult d'autres logiciels. Voilà. Avant de commencer ce webinaire, je vais vous présenter ma société, Man Machine, pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Donc, le groupe Man Machine, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes Autodesk Platinum. Nous sommes experts des solutions de CAO depuis 40 ans. Donc, Man Machine, c'est un groupe mondial basé en Allemagne, à côté de Munich. Nous sommes à peu près 1000 collaborateurs. Et nous sommes revendeurs, intégrateurs, mais également éditeurs de solutions logicielles. Nous accompagnons les clients sur tout ce qui concerne la construction, l'industrie, l'infra, les accompagnements, les formations, etc., etc. Nous faisons beaucoup de choses. Donc, en quelques chiffres, Man Machine, nous sommes une vingtaine de collaborateurs en France. Nous sommes basés à Paris dans le 14e. Nous avons un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et nous sommes donc les premiers revendeurs Autodesk en Europe. Comme je vous le disais précédemment, nous sommes revendeurs et également intégrateurs. Donc, nous nous orientons vers tous les logiciels nécessaires au BIM, du plus simple au plus compliqué, au plus complet.
Nous proposons des offres d'entreprise négociées pour des contrats optimisés, un accompagnement à la prise en main des logiciels qui se fait par le biais de formation. Et nous avons évidemment toute une offre de services de support technique à nos utilisateurs et à ceux qui viennent prendre des abonnements chez nous. Nous proposons un grand nombre de formations et de certifications. Donc, nous avons des formations en interentreprise qui vont du débutant à l'expert sur toutes les solutions CAO et BIM. Nous proposons des formations en intra avec des contenus flexibles, personnalisés, qui se rapprochent au plus près de ce que vous faites au quotidien. Nous avons des programmes de formation BIM qui vous feront monter en puissance, on espère, et des certifications Autodesk et Building Smart. Au niveau des accompagnements BIM, nous proposons du conseil en déploiement de stratégies BIM dans les entreprises. Donc, on fait de l'accompagnement, du conseil, des managements de projets BIM. Alors, on fait des prestations de BIM en management, donc aux traitances dans toute la France, des détachements de compétences BIM et en fin de compte, et en finalité, pardon, nous vous formons sur les plateformes collaboratives et la gestion de celles-ci, les administrations. Vous pouvez nous suivre tous les jours à travers des choses très sympas comme le podcast eBIM. C'est une fois par mois, nous avons des gens qui travaillent et qui œuvrent pour le BIM, qui viennent en interview. C'est extrêmement intéressant, très enrichissant. Nous avons un blog où vous avez des tutos sur plein de choses. Ça va de Revit, AutoCAD, Navisworks, Inventor, tous les logiciels de rendu que nous proposons, Enscape ou Véret ou SketchUp. Enfin voilà, nous avons énormément de choses. Et puis, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, nous avons notre chaîne, Facebook. Voilà, nous avons des tutos, des témoignages, plein de choses hyper intéressantes. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le petit blog que vous avez sur le côté qui nous permet de discuter entre nous. OK. Donc, nous allons aborder maintenant ce webinaire purement sur AutoCAD. Donc, comme je le disais, peut-être pour ceux qui ne sont peut-être pas arrivés tout de suite, nous avons reçu en amont pas mal de questions. Donc, je vais vous montrer un petit peu quels sont les sujets que je vais aborder. Donc, on m'a demandé comment déterminer la longueur de plusieurs polylignes, les opérations booléennes en 2D avec AutoCAD, comment on pouvait supprimer des calques de manière définitive parce que, comme vous le savez, si vous êtes utilisateur d'AutoCAD, il est très difficile de virer des calques dans lesquels il y a des objets. Compter les blocs d'un plan DWG, donc je vous montrerai une manière standard via le logiciel et on m'a également demandé si je pouvais montrer quelques applications entre autres ça et pour les airs avec des Lisp. Je tiens à préciser que le Lisp est un langage de programmation qui est l'acronyme de List Processing, donc le Lisp. Et alors, je ne vais pas vous montrer comment on programme des Lisp aujourd'hui, mais je vais vous montrer un site internet sur lequel vous pourrez récupérer de manière gratuite, légale bien évidemment, des petits programmes en Lisp qui vont vous aider à faire des choses extrêmement sympas pour automatiser AutoCAD et donc aller beaucoup plus vite et de manière plus rationnelle avec AutoCAD. Donc, on le fera pour compter des blocs. Je vous donnerai un exemple pour compter des blocs. Également, on chargera un Lisp pour les airs. On m'a demandé d'aborder le sujet des filtres des propriétés de calque, parce qu'effectivement, tout le monde utilise les calques, mais personne, alors par mes connaissances sûrement, n'utilise les filtres de calque et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'utilisation des calques. Les contraintes paramétriques extrêmement sympas pour forcer des lignes ou voilà, à se comporter d'une certaine manière vis-à-vis d'autres éléments géométriques. Donc, c'est très, très chouette. Donc, tant mieux qu'on m'ait posé cette question. On m'a demandé comment pouvoir vérifier qu'il n'y avait pas de lignes superposées dans les plans avant de pouvoir printer. C'est vrai que si vous avez des lignes, je ne sais pas si on voit au niveau de la caméra, qui se superposent les unes sur les autres, ça peut créer des problèmes lors de l'impression parce que vous pouvez avoir des lignes qui vont un peu baver du fait que votre imprimante va détecter deux lignes l'une sur l'autre. Ça peut être très embêtant.
On peut vérifier les différences entre deux plans, on me l'a demandé tout à fait avec le comparateur DWG, donc ça c'est extrêmement bien. Comment créer et importer des hachures dans AutoCAD, donc je vous expliquerai le système. Créer des blocs dynamiques avec des visibilités, donc on n'avait pas spécialement spécifié porte, mais je pense que partir sur une porte en bloc dynamique avec des visibilités, ça peut être pas mal. Créer des blocs dynamiques avec des inversions également, donc j'ai choisi la porte, je trouvais ça pas mal. On basculera un petit peu sur l'AutoCAD 3D pour l'utilisation des SCU, donc des systèmes de coordonnées utilisateurs. Hein, donc c'est SCU, c'est l'acronyme de système coordonnées utilisateurs. Vous avez également le SCG, qui est le système de coordinateur général, qui est par défaut dans AutoCAD. J'aborderai ici, on m'a parlé des opérations booléennes 2D, on n'en avait pas parlé en 3D, donc du coup, je me suis dit, je vais quand même en parler pour être un petit peu plus complet. J'aborderai les opérations booléennes en 3D. On m'a également demandé de parler un petit peu du rendu AutoCAD, comment on pouvait relativement assez rapidement obtenir des rendus réalistes, donc j'aborderai cette question-là. Et une personne, je ne sais pas si elle est là, je ne me rappelle plus le prénom, mais m'a demandé un petit peu de parler des certifications Autodesk ACP et ACU. C'est donc ce que je ferai pendant ce moment que nous passons ensemble. Encore une fois de plus, je répète, si vous avez des questions pendant que j'explique quelque chose, n'hésitez pas à me poser les questions. Moi, je le verrai directement sur mon écran. Eh bien, si tout le monde est prêt, on va aborder avec la première question qui m'a été posée, c'est déterminer la longueur de plusieurs polylignes. Alors, pour ça, j'utilise l'AutoCAD 2023. Dans toutes les questions qu'on m'a posées, il faut au moins voir le 2022, 2023. Pourquoi? Parce qu'entre autres, pour les quantifications, on m'a demandé pour le nombre de blocs, c'est quelque chose qui est apparu depuis la version 2022. Et peut-être pour certains réglages de rendu, il vaut mieux avoir une version récente. Mais sinon, même si vous avez une version un petit peu plus ancienne, ça ne posera pas de problème. Donc, je vais partir sur un fichier nouveau. Hein, donc, j'ai le gabarit d'usine. Donc, on m'a demandé comment pouvoir récupérer les longueurs de polylignes. Donc, ça va être, j'ai envie de dire, la question la plus rapide. Quand vous allez ici sur polyligne, hein, donc vous tracez n'importe quel type de polyligne, voilà, comme ceci. Et vous voyez que lorsque je sélectionne mes polylignes, les longueurs arrivent directement ici. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez venir ici et obtenir les quantifications, les longueurs. Vous avez même éventuellement les aires quand vous avez des zones fermées, on peut récupérer des aires, mais en tout cas pour la réponse qui m'a été posée, vous avez les longueurs ici. Je tiens à préciser que pour obtenir ce panneau propriété, il faut alors venir cliquer, alors là je m'adresse plus un petit peu aux débutants, venir cliquer sur cette petite icône et vous avez la possibilité de venir activer propriété qui va vous donner cette icône-là. Si par défaut d'usine, la propriété n'était pas ouverte, vous pourriez venir ici et dans ces cas-là, en regardant, vous avez propriété. La barre d'accès rapide ici est extrêmement conviviale puisque vous pouvez ici venir rajouter au fur et à mesure des éléments ou enlever des éléments qui ne vous serviront à rien. Il suffit de décocher ou de venir cocher. Bien évidemment, on pourrait personnaliser la barre d'accès rapide en venant rajouter des éléments, voilà, n'importe quel type d'élément, ce qui nous permettrait effectivement de gagner un maximum de temps. Donc voilà pour cette question, comme je le disais, ce n'est pas la plus compliquée, mais on me l'a posée. Donc je réponds à cette question. Déterminer la longueur de plusieurs polylignes, c'est fait. Alors, on m'a demandé les opérations booléennes en 2D avec AutoCAD. Alors, ce qui est important déjà d'expliquer, c'est qu'est-ce qu'une opération booléenne. Vous avez trois types d'opérations booléennes. Vous avez les unions, c'est-à-dire que si j'ai deux objets, un objet A, un objet B, un objet A qui rentre dans un objet B, par exemple, ou qui sont superposés, l'union va me permettre, à partir de deux objets, d'avoir un seul objet. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va me permettre d'éviter de supprimer des lignes qui pourraient venir être communes aux deux. On va voir ça, puisque généralement,
On utilise l'ajustement, mais vous allez voir que là, ça va me faire gagner du temps. Après, nous avons la soustraction A moins B. Alors, j'appelle la forme A et je vais soustraire la partie B qui sera commune au A et B. Et enfin, j'ai l'intersection, c'est-à-dire que je vais garder uniquement ce qui est commun aux deux. Alors, je pense qu'il vaut mieux rentrer dans le vif du sujet, et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais prendre un premier cercle, par exemple, et je vais prendre un deuxième cercle. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, il est évident que j'ai pour l'instant deux objets totalement distincts. Voilà, on pourra appeler ça le A et je pourrais appeler ça le B. Alors, pour faire cette opération booléenne en 2D, il est obligatoire d'afficher une nouvelle barre. C'est-à-dire que là, vous avez la barre standard AutoCAD que j'ai au lancement. Je peux venir ici et ici, vous voyez qu'il y a affiché la barre de menu. Donc, lorsque je viens ici, j'affiche une autre barre qui vient compléter cette barre. Voilà. Alors, déjà, ça, c'est ma forme de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil copier et je vais juste copier ça donc, pour l'union, pour la soustraction et pour l'intersection. Donc ça sera ma forme d'exemple. Et puis ici, nous allons faire les trois différentes opérations booléennes. Je vais commencer par la première opération booléenne qui est l'union. La première chose que je dois faire pour faire une opération booléenne en 2D, c'est de venir dans l'onglet dessin. Vous avez des petites icônes ici. Celle qui va m'intéresser, entre autres, c'est la région. Vous voyez, marqué convertir un objet contenant une zone en un objet région. Alors, je sélectionne l'objet, enfin les deux objets, pardon, et je fais Enter. Alors, visuellement, il ne se passe rien. Si vous regardez en bas, au-dessus de ma barre de commande, il y a marqué que deux régions étaient créées. Mais visuellement, il ne se passera encore rien. Si maintenant je viens dans l'outil modification, dans la nouvelle barre de menu, et je viens sur modification, je descends ici, j'ai l'édition de solide. Et vous voyez qu'il y a marqué ici union. Donc je répète, dans la nouvelle barre de menu, vous venez ici sur modification, édition de solide union. À partir de ce moment-là, alors je pourrais cliquer séparément sur les objets, je vais sélectionner les deux, je vais faire Enter, et vous voyez que maintenant j'ai une union qui vient de se créer entre les deux, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé ces deux éléments. Alors évidemment, l'intérêt de ça, c'est, vous voyez, si j'avais voulu supprimer ça et ça, ce qu'il y a à l'intérieur, j'aurais dû prendre ajuster, sélectionner, Enter et venir prendre ces deux-là. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Vous voyez, je pourrais refaire un autre exemple. Comme ceci. Hop, je prends ma région, je sélectionne les deux, je fais Enter. Je viens ici sur modification solide et ça se fait. Alors évidemment, je vais vite parce que j'ai l'habitude, mais vous allez voir qu'avec un petit peu d'entraînement, vous allez pouvoir aller aussi vite que moi. Que se passerait-il si j'avais plusieurs objets comme ceci? Je fais une région, Enter, pareil, modification, édition de solide, union. Et vous voyez que j'ai gagné énormément de temps puisque je n'ai pas eu besoin de sélectionner tous les objets, d'effacer avec en ajustement tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très pratique. Voilà en ce qui concerne le premier, à savoir l'union. Pour le deuxième, la soustraction, je vais donc faire, là je vais prendre A, c'est-à-dire le grand cercle, moins B, le petit cercle. Donc je devrais me retrouver avec une espèce de croissant. On va vérifier. Je prends donc l'outil région, ça se passe exactement de la même manière. Je sélectionne mes deux objets, je fais Enter. Encore une fois de plus, vous voyez qu'il y a marqué deux régions créées ici, mais visuellement, vous n'attendez pas à quoi que ce soit, il ne se passera rien. Je viens dans l'outil modification, édition de solide, soustraction. Tout à l'heure, pour l'union, j'ai sélectionné les deux, j'ai fait Enter. Ce n'est pas la même chose pour ça. Je clique d'abord sur le A, je fais Enter, et je viens cliquer sur ce que je veux supprimer, l'objet B. Et je refais Enter. Et vous voyez qu'automatiquement, il est venu me supprimer
la partie B et il m'a gardé par contre le haut du cercle qui est ici. Ça, c'est extrêmement pratique. C'est vraiment très, très pratique. Prenons un exemple très simple. Je pourrais prendre un cercle ici et puis venir mettre, par exemple, un autre petit cercle. Alors, au niveau de l'accrochage, ici, je vais prendre un quadrant et je vais venir me mettre comme ceci. Voilà. Si je venais prendre un réseau polaire, vous voyez que je pourrais sélectionner ceci et lui demander de venir me mettre un certain nombre d'éléments autour. Je pourrais en mettre une dizaine, par exemple. Voilà. Imaginons que je veuille retirer de ce grand cercle tous les petits cercles pour faire une espèce de petit engrenage, par exemple. Je pourrais utiliser cette technique-là. Par contre, je vais être obligé de décomposer mon réseau. C'est une obligation. Donc, je pourrais venir taper décomposer. Je sélectionne mon réseau, je fais Enter, de manière à me retrouver avec des cercles isolés. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Je vais venir donc ici, hop là. Voilà, je vais venir sur Dessin, Région. Hop, je sélectionne tout le monde. Je vais venir dans Modification, Édition de solide, et je vais faire Soustraction. Donc A, Enter, moins B, donc lui, je peux même passer comme ça. Alors attention évidemment de ne pas récupérer le grand cercle, sinon ça va poser un problème. Voilà. Hop, et regardez, il n'y a aucun problème, j'ai fait mon engrenage. Je n'ai plus qu'à venir me mettre ici. Et hop, ça a été fait extrêmement rapidement. Donc voilà un outil qui est encore une fois de plus extrêmement pratique, qui va vous faire gagner du temps plutôt que de venir utiliser l'ajustement. Enfin, le dernier, pour faire l'intersection, c'est-à-dire que je voudrais garder uniquement la zone qui est commune aux deux. Je viens ici, Région, Enter, je viens ici dans Modification, Édition de solide, Intersection, je sélectionne les deux, et à partir de ce moment-là, il me garde uniquement le côté intersection des deux. Voilà un côté très pratique pour tout ce qui concerne ça. Alors, il y a une question que me pose Joël, c'est pourquoi faire une région avant? Parce que AutoCAD a besoin de savoir sur quels objets nous devons travailler. C'est pour ça que je fais une région préalable, ce qui me permet donc de pouvoir expliquer à AutoCAD que je travaille sur tel objet et tel objet. Voilà pour quelle raison, Joël, je fais une région avant. Enfin, il faut faire une région avant. Voilà en ce qui concerne cette question. Je supprime tout. Je passe à la question suivante. Supprimer des calques définitivement. Je tiens à préciser que ce webinaire sera mis en ligne peut-être de manière décomposée, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver les questions ou alors tout le long. En tout cas, vous retrouverez ça sur notre blog ou sur notre chaîne YouTube. Alors, la nouvelle question, supprimer des calques définitivement. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas automatiquement et que je vais me faire un plaisir de vous expliquer. Je vais ouvrir un plan qui est facile, vous pouvez utiliser le même. Quand vous allez dans l'onglet Ouvrir, vous allez dans les fichiers d'exemple installés, et en venant ici, dans Database Connectivity, vous double-cliquez, vous avez un plan qui s'appelle le Floor Plan Sample. C'est un plan qui est proposé gratuitement par Autodesk, qui va nous permettre de pouvoir travailler. C'est pas mal, c'est quand même pratique. Voilà. Effectivement, si je viens dans ma fenêtre de calque, vous voyez que j'ai plein de calques. Alors, évidemment, il y a des objets sur chacun des calques. Si je me dis, tiens, j'ai envie de cliquer sur chaise et de venir supprimer, vous voyez que là, il me dit une chose que vous avez sûrement déjà eue. Les calques suivants ne peuvent pas être supprimés pour éventuellement telle question, tel problème. 1, le calque 0, c'est-à-dire le calque sur lequel vous travaillez, ou alors DevPoint. Ou alors, c'est le calque 0, pardon, c'est le calque courant sur lequel vous travaillez. Le calque 0, c'est celui qu'on a d'origine. Le DevPoint, c'est ce qu'on a souvent quand on fait des cotes. Alors là, vous verrez que si en fin de compte, celui-là, je peux le supprimer. Le calque courant, c'est le calque sur lequel on travaille, c'est celui qui est activé.
un calque contenant des objets, c'est ce qui arrive, c'est la problématique standard, et un calque dépendant d'une XREF, je répète, enfin je vous dis, une XREF, c'est un fond de plan sur lequel on va pouvoir travailler. Donc ça sous-entend que avant de supprimer un calque, il va falloir que je le vide. Ça peut être très embêtant, très long. C'est pour ça que souvent, moi, je reçois des plans et on me dit, ben voilà, regardez, j'ai 200 calques. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que je n'arrive pas à le supprimer. Et vous avez toute une accumulation de calques. Et comme vous le savez, AutoCAD, de temps en temps, il est un petit peu taquin, il peut planter. Vous pouvez avoir un magnifique fatal error. Et là, on se dit, c'est une véritable galère parce que j'abandonne, j'arrive pas à supprimer. Je vais vous donner un système qui va être assez génial, qui va vous permettre, même si vous avez des éléments dans des calques, de les virer tout simplement. Par contre, c'est une action irréversible. Si vous virez les calques et que vous faites un enregistré pour écraser la version précédente, ça sera foutu. Donc attention. Pour ceci, je me mets n'importe où dans mon plan, voilà, dans le vide, et je vais taper subcalque. Alors, c'est l'abréviation de supprimer calque, subcalque. Je fais Enter. Et alors, il me dit, ou alors je peux sélectionner des calques comme ceci, hein, en cliquant dessus, ou alors, vous voyez, en bas, il y a marqué subcalque, sélectionner un objet du calque à supprimer, où j'ai la lettre N en bleu comme nommé, et je vais faire N comme nommé, et Enter. Et là, il me montre, il me fait une liste de tous les calques qui sont actuellement dans mon plan, hormis le calque 0, et entre autres, bon, le calque 0, en l'occurrence, c'est le calque actif. Voilà. Eh bien, je vais lui dire, moi, j'aimerais que tu me supprimes. Voilà, je vais prendre ça. Et puis, avec la touche Shift, par exemple, tout ça. Ou alors, avec la touche Contrôle, je peux en supprimer. Et je lui fais OK. Et là, il me dit, attention, si tu fais supprimer les calques, c'est terminé. Et vous allez voir que malgré le fait qu'il y ait des objets sur ces calques-là, j'ai pu virer tout le monde. Ça, cette fonction subcalque, elle est géniale. Elle va vraiment vous permettre de gagner du temps. Vous n'avez plus besoin de vider vos calques pour venir les supprimer. C'est quand même très chouette. Donc, je répète, subcalque, vous faites Enter, vous tapez la lettre N comme nommé, Enter, vous avez la liste des calques qui apparaissent, vous faites OK, vous supprimez, et on n'en parle plus, il n'y a plus rien. Enfin, il reste des petits schmirts, comme je les appelle, mais il n'y a aucun souci. Voilà comment on peut, sans aucun souci, venir supprimer des calques de manière simple. Alors, on m'a mis dessiner une polyligne au niveau de la question pour Stéphane. Il suffit de venir ici, cliquer sur polyligne, je clique un point, je reclique un autre point, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et dès que j'en ai assez, parce que, vous voyez, Stéphane, on peut continuer, je fais échappe et c'est terminé. Voilà comment on dessine une polyligne. Voilà en ce qui concerne pour cet outil-là. On m'a demandé pour le raccourci clavier, Joël, en raccourci clavier, c'est PO pour polyligne. Ici. On tape PO pour polyligne, Enter, et à partir de ce moment-là, j'aurai mon outil polyligne qui sera activé. OK. Je continue sur les questions qui me sont posées. Hop. On va y arriver. Compter des blocs d'un plan DWG. Alors, je vais réouvrir. Enfin, je vais peut-être même faire un. Je vais venir ici, je vais faire un petit CTRL-Z pour retrouver mon plan de tout à l'heure. Voilà. Dans ce plan-là qui est proposé par Autodesk, mais ça pourrait être le cas pour ce que vous avez vous, hein, vos plans personnels, il y a des blocs, ce qu'on appelle des blocs, pour ceux qui débuteraient sur AutoCAD. Ce sont des objets qui sont d'une certaine manière groupés, mais on appelle ça des blocs. Hein. C'est un petit peu différent parce qu'on peut créer des blocs dynamiques. Et vous voyez, par exemple, le téléphone est un bloc, cette chaise est considérée comme un bloc, donc je les retrouve de nombreuses fois. J'ai ici un ordinateur avec un style un peu vieillot, un vieil Apple des années… Bref, vous avez ici des meubles. Voilà, tout ça sont considérés comme des blocs. C'est d'ailleurs assez facile de savoir que ce sont des blocs parce que lorsque vous passez dessus, vous voyez que tout s'illumine et en laissant le curseur dessus, il y a marqué référence de bloc. Bon, la question qu'on m'a posée, c'est y a-t-il un moyen de savoir très rapidement combien j'ai de tel élément? La réponse est oui. Si je viens ici dans l'onglet Vue, hein,
donc de la barre de menu d'origine. En regardant un petit peu ici, vous avez ici quelque chose qui s'appelle quantité. Je tiens à préciser que ça, c'est apparu depuis la version 2022, si mes souvenirs sont bons. Voilà, puisque là, je suis sur la version 2023. Voilà. Et la version 2024 arrivant bientôt. Même si on va bientôt passer en 2023, il y a toujours un an d'avance. Je clique sur quantité et vous voyez qu'automatiquement, ça se fait super rapidement. Voilà, au niveau des chaises, au niveau des ordinateurs, etc., j'ai le nombre d'éléments. Je pourrais créer un tableau qui me permettrait de voir un petit peu ce qu'il y a. Et je pourrais également venir faire les quantitatifs d'une zone bien spécifique en cliquant là-dessus et en disant ben moi, je voudrais juste savoir ce qu'il y a dans cette zone-là. Ou alors avoir le nombre de tout ce petit bloc que j'ai ici, là, pour faire en space planning, par exemple, savoir combien j'ai de chaises, combien j'ai d'ordinateurs et tout. Donc, c'est extrêmement pratique. Et puis, vous pouvez terminer le décompte en venant ici et en fermant ça. Donc, je répète, pour répondre à cette question, vous pouvez le faire de manière simple. Dès lors où vous avez la version 2022 ou la 2023, c'est venir ici en quantité. Maintenant, ce qui va me permettre, je regarde s'il n'y a pas de questions là-dessus. Non, c'est bon. Maintenant, pour ceux qui auraient des versions antérieures à tout ça, j'aime pas qu'on soit lésé, pénalisé parce qu'on a des versions antérieures. Dans ces cas-là, ce qui me fait aller sur la nouvelle question, je vais vous montrer comment utiliser une petite macro, un petit Lisp pour compter les blocs. Je le répète, pas d'inquiétude, je ne vais pas vous expliquer comment on programme, hein. C'est pas ça, c'est juste, je vais vous expliquer comment aller chercher un Lisp. Alors, pour ceci, je vous propose de toute façon, vous pouvez le faire en même temps que moi, mais regardez-le puisque ça sera rediffusé. Je vous montre, je vais taper Lee Mac. Alors, Lee, c'est le prénom, Mac, ça doit être enfin, Lee doit être le nom, Mac, bon, je sais pas, Lisp. Voilà. Et en faisant ça, j'arrive sur quelque chose qui s'appelle Free Lisp Programme. Donc, c'est une personne qui s'appelle Lee Mac, voilà, un américain, j'imagine, et qui a la gentillesse de nous proposer de télécharger gratuitement, de manière légale, hein, je tiens à le préciser, des programmes en Lisp. Alors, lorsque je clique dessus, vous voyez qu'il me propose plein de choses. Alors, il y en a beaucoup, hein, excusez-moi, ça fait un peu mal aux yeux, mais je passe juste pour vous montrer tout ce qu'il y a, et des Lisp. Alors, nous, ce qu'on va récupérer, on va en récupérer deux. Alors, pour cette question-là, le premier que je vais récupérer, il s'appelle Block Counter. Donc, il a été fait en 2015. Et lorsque je clique dessus, il me propose plusieurs choses. D'abord, ici, dans le Function Syntax, il me met BLK Count ou alors BLK Count Settings. Le BLK Count, ce que j'ai ici, ça va être un petit peu le bouton de lancement pour pouvoir activer cette fonction. Pour, si vous voulez, pour lancer ce programme, le mettre en route. Il me donne la version actuelle qui est le 1.5. Le download, vous en avez deux. Vous avez la version HTML, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est la version download -LSP. Le LSP, c'est le point Lisp. Lorsque je clique là-dessus, hop, vous voyez que directement, il me l'a chargé. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je répète, je prends bien la version LSP.Lisp. À partir de ce moment-là, il va falloir que je charge ça. Je tiens à préciser que c'est un petit fichier qui est rouge, un peu comme un fichier AutoCAD, hein, où vous aurez marqué Lisp LSP. Pour ceci, maintenant, nous allons aller dans l'onglet Gérer de la barre de menu standard d'AutoCAD. Dans la barre de menu standard d'AutoCAD, nous avons ici, dans le bloc Application, Charger une application. Je vais cliquer là-dessus. Je vais aller chercher sur mon bureau le count. Vous voyez que le petit fichier se présente de cette manière-là, le A d'AutoCAD, LSP pour dire qu'il s'agit bien d'un fichier Lisp. Je clique dessus et je vais faire charger. Elle me demande, est-ce que tu veux qu'il soit chargé juste ce coup-ci, ou alors si je veux pouvoir toujours l'utiliser sur tous mes plans à venir, je ferai toujours charger. Là, dans le cadre de cet exemple, je vais faire charger une fois. Et vous voyez qu'il me met bien que ce petit Lisp, c'est correctement chargé, je peux fermer.
Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que BLK Count, c'était ce qui me permettait de lancer le programme. Je vais donc me mettre dans le vide et je vais taper BLK et vous voyez qu'il apparaît tout de suite. Alors, comment sait-on qu'il s'agit de Lisp? C'est que très généralement, il n'y a pas d'icône devant. Vous voyez qu'il y a plein d'autres choses qui ont des failles. Là, il y en a un autre, mais généralement, par exemple, si je tape rec pour rectangle, vous voyez qu'il y a plein de choses qui ont des icônes. Ça veut dire que ça, c'est typiquement des raccourcis clavier d'AutoCAD. Mais si je tape BLK, on voit bien que là, il se passe quelque chose. Je clique dessus. Il me demande, tu peux nous sélectionner le plan dans lequel tu veux que je trouve tous les blocs. Je sélectionne tout le plan et je fais Enter. Et il me met, vous voyez, Specify Point for Table. Ça veut dire, dis-moi à quel endroit tu veux le tableau résumant tout ce qu'il y a. Boum, je clique et c'est fini. Alors, il est tout petit, c'est comme ça. Donc, je vais prendre le raccourci pour l'échelle et je vais l'agrandir. Et vous voyez que cette fois, contrairement à tout à l'heure, bon, j'ai toujours le nom avec le nombre de blocs, mais en plus, grâce au Lisp, j'ai les visuels. Vous voyez que je vois que les chaises, le visuel correspond parfaitement à ce type de chaise. Ben, le tableau me montre également que tout ce qui correspond à une chaise qui ressemble à ça s'appelle Chair 7, enfin Chair 7, et il y en a 66. Je pourrais avoir, vous voyez, des doubles portes pour ce visuel-là. Il y en a tant, il y en a deux, celle-ci, il y en a une, les portes standards, il y en a 38, etc. Voilà un exemple de ce que peut me permettre de faire le Lisp. Je vous demande pas, enfin, je vous demande rien, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez utiliser ça sans être des programmeurs. C'est pas un problème. C'est très simple. Justement, il y a des gens très sympas qui nous les mettent à disposition. Il faut juste savoir quels sont les raccourcis clavier. Voilà en ce qui concerne la possibilité de lisper pour avoir des blocs. Ça, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez dans vos plans. Si je fais un nouveau plan maintenant et que je dessine, par exemple, voilà, je vais dessiner un rond ici, voilà, un genre de rectangle, un cercle un petit peu plus grand, voilà. Et puis, j'aimerais bien avoir les airs. J'aimerais bien avoir un tableau qui me donne les surfaces. Bon, eh bien, je vais faire de la même manière. Je vais retourner sur AutoCAD, sur Internet, pardon. Mac Lisp. Je reclique là-dessus. Et cette fois, je vais chercher Area Label. C'est celui-ci que nous allons récupérer. Je clique dessus. Vous voyez que cette fois, le code de lancement pour l'Area Label, ça va être AT. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais comment je fais pour m'en rappeler? Ben, vous le notez. Hein. C'est l'idéal, c'est les noter. Vous faites un petit fichier bloc texte et puis vous notez au fur et à mesure les éléments. AT. OK. Je clique là-dessus. C'est fait. On n'en parle plus. Je viens le charger. Je suis obligé de le charger. Donc, je vais venir dans Gérer, charger une application. On va aller le chercher. Il est ici, Area Label. Je le charge une fois. Il est ici. Je fais fermer. À partir de ce moment-là, les amis, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à faire. Je viens ici, je fais AT. Vous voyez qu'il me propose, il n'y a pas d'icône. Hop. Il me demande, d'accord, tu veux que la liste de tes aires commence à partir de quel numéro? C'est-à-dire, c'est l'incrémentation que je vais avoir dans mon tableau. Il me propose de démarrer à 1. Je lui dis OK, c'est très bien. Je fais Enter. Il me demande maintenant de cliquer pour positionner le tableau où toutes les aires seront résumées. Je clique ici. J'ai plus qu'à me cliquer dans lui, ici, 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 et tout simplement, vous voyez, c'est magique le Lisp, il me donne directement les aires. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 4 chiffres après la virgule? Tout simplement parce que normalement, j'aurais dû au préalable, vous voyez, lorsque je tape dans le vide UN pour unité, je clique sur unité, vous voyez, UN est le raccourci clavier de unité. Je clique ici et j'aurais pu lui spécifier que je ne voulais que 2 décimales. Alors attention, si je fais 2 décimales, le tableau ayant été créé, ça ne changera pas. Mais vous pourrez le faire en amont. Voilà un autre exemple d'un Lisp qui est extrêmement pratique puisque vous pouvez sans aucun problème venir renseigner des aires d'une manière un petit peu plus sexy et plus rapide surtout. Voilà en ce qui concerne 2 exemples. Alors, il y a quelqu'un qui dit ça a bugué, Joël.
Ben, je ne vois pas ton écran, donc je ne sais pas. Il faudra me contacter ultérieurement, mais comme ça, je ne peux pas savoir. Ça ne devrait pas, puisque tu vois, je le fais en direct. Je suis vraiment en direct et ça ne devrait pas. Voilà en ce qui concerne cet exemple avec des Lisp. Donc, utiliser un Lisp pour les airs. Je vais aborder, on m'a posé la question des filtres de propriété de calque. Alors, les filtres de propriété de calque, qu'est-ce que c'est? Je vais revenir sur cet exemple-là. Je vais supprimer le tableau. Lorsque je viens ici au niveau des calques, vous voyez que j'ai plein de calques, hein, comme ceci. Et imaginons, j'aimerais mettre de côté les calques qui correspondent à la couleur grise. Je vais venir ici sur cette icône qui s'appelle filtre des propriétés. Hop, je clique là-dessus. Je vais l'appeler filtre couleur grise, couleur 8, tiens, puisque c'est du 8. Voilà. À partir de ce moment-là, vous voyez que les couleurs, comment je sais que c'est du 8? Parce que ce gris-là, vous voyez à quel côté, il y a le chiffre 8. Je sais que c'est du 8. Donc, ici, dans la petite barre qui est vierge, je vais venir ici sur couleur. Et vous voyez que quand j'ai cliqué dedans, il y a ce petit carré qui est apparu. Je clique dessus. Je vais chercher la couleur qui correspond au 8. Bon, moi, je le sais, hein, puisque j'ai préparé cette démo. Je sais que c'est celle-ci. Je fais OK. Et vous voyez qu'il vient de m'isoler toutes les couleurs 8. Si je fais OK, à partir de maintenant, ici, je peux retrouver uniquement les couleurs, enfin tous les calques qui correspondent à la couleur grise, 8. Si je viens sur les calques ici, je retrouve tout le monde. Vous voyez à quelle vitesse je pourrais faire ça. Je pourrais aller plus loin puisque vous voyez qu'ici, il y a marqué E-B, E-F, E-S. Si je reviens, je double-clique sur ce truc-là, hop, au niveau du nom, je clique dans le nom ici. Alors, vous voyez, il y a une petite étoile, vous ne l'enlevez pas. Il est normal que le curseur précède cette étoile. Je vais faire E-B et automatiquement, il ne me garde que les E-B. Je fais OK, effectivement. Vous voyez que maintenant, la liste s'est raccourcie. Je n'ai plus le E-F, le E-S. Vous pouvez créer plein de filtres de calque différents. Vous pouvez même venir pour le même calque, venir rajouter d'autres choses. Voilà un exemple de l'utilisation des filtres de calque que vous pouvez faire. C'est super pratique, ça va vous faire gagner un maximum de temps pour tout. Ah, je vois que Joël me dit que c'est bon, donc c'est super, en plus vous pratiquez en même temps. C'est exactement ce que nous voulons chez Man & Machine. Super, donc voilà pour les propriétés de calque. Ce n'est pas très difficile, c'est hyper pratique. Voilà. Allez, la question suivante. Utilisation des contraintes paramétriques. Moi, personnellement, j'adore. Donc, vous voyez, après, je ne sais plus combien d'années d'AutoCAD, je continue à aimer ce logiciel. Il y a vraiment des choses qui sont assez sympas. Prenons des exemples. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer, parce que je vois que j'ai traîné un petit peu plus sur certaines questions, mais je vais vous en montrer certaines. Voilà, je vais copier un petit peu ceci, voilà, pour avoir… voilà. Vous allez ici dans les contraintes paramétriques et vous avez ici certaines choses. Par exemple, je vais vous montrer les plus intéressantes à mon sens. Vous avez ici les collinaires. Alors, imaginons par exemple que j'ai deux lignes comme ça. J'aimerais bien que les deux lignes soient collinaires, c'est-à-dire que cette ligne-là soit dans le même axe que celle-ci. Je clique là-dessus, je clique sur ma ligne de référence, je clique sur celle-ci, hop, les deux lignes se sont mises en collinaire. Ça, ces petites étiquettes signifient bien qu'elles sont en contrainte. Je veux qu'elles soient parallèles, pas de problème. Je clique sur la première, je clique sur la deuxième. Hop, c'est pas plus compliqué que ça. Elles sont bien parallèles. Je veux qu'elles soient en intersection, en perpendiculaire, pardon, pas de problème. La première, la deuxième, hop, elle se met directement en intersection. Hein. D'accord, si je la prolonge, évidemment, elle sera en intersection. Je veux qu'elle soit horizontale. J'aimerais qu'elle soit verticale. Bref, il y en a plein. Là, vous avez la tangente, etc., etc. Il y en a plein qui sont vraiment très utiles. Vous avez ici la possibilité d'avoir égal. Vous voyez que je prends celle-ci, je clique là-dessus. Les deux lignes ont la même longueur. Si je voulais masquer toutes ces petites contraintes, je viens ici sur afficher masquer, je sélectionne les lignes, je fais Enter, et là, vous voyez, je sélectionne masquer. Hop,
Elles sont toujours en contrainte pour pouvoir regarder. Si je commence à en bouger une, les deux restent ensemble. Hein. Elles sont indissociables. Si je veux tout afficher, je reclique ici, tout est affiché. Et enfin, si je veux supprimer toutes les contraintes, je viens ici. Et on n'en parle plus. Voilà comment on peut faire ceci. Ce n'est pas plus compliqué. Stéphane, il me met l'autre, mais je n'ai pas la question en entier, donc je ne sais pas ce qu'on essaie de me dire. Voilà pour les contraintes. Je vais attaquer la question suivante. Ici. Supprimer des lignes en doublon. Ah, alors ça, c'est très, très intéressant. Très souvent, quand on fait des plans, on ne se rend pas compte, surtout quand on débute. Hein, on fait, par exemple, ceci, et puis, pour faire un repère, on a fait ça, par exemple. Voilà. Et puis, on se dit, OK, c'est super, on a fini le plan, et puis, on se dit, OK, c'est cool, je vais pouvoir imprimer. Oui, mais le problème qu'il y a, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais ici, comme j'ai deux lignes, en fin de compte, l'une sur l'autre, on voit que c'est un peu plus brillant. Ça risque, au niveau de l'impression, de légèrement baver. Ça, il faut éviter. Dans ces cas-là, il y a un outil qui est assez génial, que vous pouvez trouver ici dans Modifications. C'est un petit balai d'Harry Potter, là, supprimer les doublons. Je vous donne la pratique. Cliquez dessus. Je sélectionne. Alors moi, je le fais personnellement quand je sélectionne tout mon plan. Je fais une première fois Enter et je refais une deuxième fois Enter. Hop, à partir de ce moment-là, regardez, le doublon est dégagé. J'ai nettoyé mon plan en 2 secondes. Qu'en est-il si l'autre ligne n'était pas sur le bon calque? Imaginons, je crée un nouveau calque, je le rends actif, et puis je vais mettre une couleur jaune, par exemple. Voilà. Donc, si je prends une nouvelle ligne, que je la dessine dessus, vous voyez que là, j'ai une ligne jaune sur du blanc. Si je fais la même opération, vous voyez que ça n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit à AutoCAD de prendre en ligne de compte qu'il pouvait y avoir des lignes en doublon qui viennent d'autres calques. Dans ces cas-là, je recommence, je clique ici, je sélectionne, je fais une fois Enter, et vous voyez qu'au niveau de la petite fenêtre, je coche calque. Prends en compte le fait qu'il s'appuie sur d'autres calques. Je fais OK, et vous voyez que cette fois, ça disparaît. Voilà comment on travaille avec des doublons. Enfin, pour supprimer les doublons. Je regardais, il n'y avait pas de questions, donc je continue. Vérifier les différences entre deux plans DWG. Pas très difficile. Alors, voilà, imaginons j'ai donc ce plan-là, et puis dans ce plan-là, je vais supprimer des éléments. Donc ça va évidemment créer des différences. Je vais lui donner un nom, je vais l'enregistrer je vais le mettre sur mon bureau, je vais l'appeler floor test, webinar, voilà. OK. Je fais un CTRL Z ici pour retrouver mon plan d'origine. Voilà. Eh bien, lorsque je vais venir dans l'onglet Vue, ici, vous avez comparaison de fichiers DWG. Je clique ici et je viens le comparer à celui que je viens d'enregistrer, donc dont j'ai supprimé des éléments. Et vous voyez que automatiquement, il me donnera les éléments qui ont été supprimés. Donc, en jaune, je vois par rapport le plan que je viens d'ouvrir par rapport au plan de base. Voici quels sont les éléments qui ont été supprimés. Voilà donc un système très simple de faire une comparaison. Il y a d'autres réglages, bon, ça, il faut aller voir en formation, mais en tout cas, voilà un premier exemple qui vous permettrait de faire ça de manière très, très simple. Une fois que c'est bon, vous validez, on n'en parle plus. Voilà pour faire la comparaison de plusieurs plans. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc j'espère que tout est bien clair pour tout le monde. Je continue. Donc, on revient sur la question suivante. Il y en a plein. Créer, importer des hachures. Alors, créer des hachures, pour ça, donc ça, je ne pourrais pas vous le montrer comme ceci. Je peux vous expliquer par contre, il faut avoir par exemple Photoshop. Photoshop vous permet d'exporter en point PAT. PAT, P-A-T, pour pattern. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Une fois que vous avez décidé dans Photoshop la forme de votre hachurage,
vous l'exportez, enfin, vous l'enregistrez en point PAT, point pattern. À partir de ce moment-là, quand vous êtes dans AutoCAD, la première chose que je dois faire, c'est expliquer à AutoCAD où se trouvent mes hachures. Moi, sur mon bureau, j'ai un dossier qui s'appelle hachure. Donc, je vais venir ici dans le A, dans Options. Et ici, dans chemin de recherche, vous voyez que je vais le supprimer puisque moi, je l'ai déjà par défaut. Mais dans l'onglet Fichier, ici, je clique et je vais faire parcourir. Mais avant tout, je vais faire Ajouter. Vous voyez que pour l'instant, j'ai une ligne qui est vierge. Parcourir. Et sur mon bureau, je vais aller chercher l'endroit où j'ai mes hachurages. Un chemin vient de se créer. C'est tout. Donc, si vous faites vos hachures, ça sera pareil. Je fais OK. Maintenant, imaginons que je veuille hachurer avec quelque chose de mes nouvelles hachures. Ça, je dois d'abord, de toute façon, mettre un premier hachurage, n'importe lequel, celui que je veux, ce n'est pas très important, mais je vais être obligé d'hachurer quelque chose. Donc, je peux venir ici et dire, voilà, moi, j'ai envie d'avoir un hachurage en motif, par exemple. Alors, je pourrais aller là et mettre, on va voir si, voilà, je vois qu'ici, j'ai des petites lignes, je vais mettre même 20, ça sera bien, voilà. J'ai envie de changer ce hachurage. Donc, je vais venir ici dans Modification, et ici, vous avez Modifier les hachures. Je clique là-dessus, je sélectionne une des hachures et il m'ouvre ce tableau-là. À partir de là, je vais lui dire, moi, j'ai envie de récupérer des hachures personnalisées. Et là, dans Motif personnalisé, vu que tout à l'heure, j'ai créé un chemin, en cliquant ici, je pourrais retrouver tous mes hachurages personnalisés, tous les hachurages qui sont dans le dossier que j'ai ciblé, dans lequel j'aurais pu avoir tous mes… Vous voyez, ce sont que des fichiers PAT. Hein. Je fais OK. Je fais OK. Et automatiquement, alors, bon, là, on ne le voit pas parce que j'ai a priori un gros problème d'échelle, mais je vous certifie que le hachurage, alors c'est peut-être l'inverse, je vais peut-être un petit peu trop monter, voilà. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème, j'ai maintenant mes hachurages personnalisés. Donc, vous pouvez en trouver plein gratuits sur Internet. Et je répète, pour faire vos hachurages personnalisés, vous venez utiliser, pardon, Photoshop et vous exportez en fichier PAT. Voilà pour cette question. Code des blocs dynamiques de porte avec visibilité. Allez, je vais accélérer un petit peu parce que j'ai pris un petit peu de retard. Donc, je vais dessiner une porte. Je vais faire un nouveau fichier. Voilà. Je vais dessiner une porte très simple. 90. Oh, pardon. Z. Donc, faire 90 et 90. Voilà ici. Et je vais donc faire arc. Pardon, départ centre-fin. Voilà. J'ai envie de faire un bloc avec une visibilité. Alors, dans ces cas-là, je vais faire B pour bloc. Je vais l'appeler porte. Choisir un point d'insertion. Sélectionner. Voilà. Et je fais OK. À partir de ce moment-là, j'ai donc un bloc de porte. Je double-clique dessus. Porte, je fais OK et j'arrive ici. Donc, ce que je voudrais, c'est créer une visibilité. C'est-à-dire que je vais faire 3 états, une porte ouverte, une porte ouverte à 45 et une porte fermée. Donc, au niveau de mon paramètre ici, je vais faire visibilité. Donc, je clique ici, je double-clique sur visibilité, je vais renommer ça, donc ça c'est la porte ouverte. Je vais en créer un nouveau, je vais appeler porte 45 degrés. Je vais masquer l'ancienne. OK. Je fais OK. Je vais redessiner ma porte ouverte à 45. Cette fois, je vais donc prendre la ligne, mais vous voyez, je dois démarrer au même endroit. Donc ici, c'est 0, 0. Donc je vais faire 0,0, Enter. Je démarre bien au bon endroit. Cette fois, je vais faire 90, tabulation 45 degrés. Je dessine ma ligne comme ceci à 90. Et avec mon arc, départ, centre. Enfin, voici ma porte à 45 degrés. Je double-clique sur visibilité. Je rajoute une nouvelle porte. Maintenant, je vais faire porte fermée. Je masque encore.
OK. Et cette fois, je vais prendre un rectangle. Je démarre 0,0 pour bien démarrer ici. Et je vais mettre à 90. Voilà, j'ai fait ma porte. Résultat des courses, je viens fermer ici l'éditeur de blocs. J'enregistre les modifications. Quand je clique sur ma porte ici, j'ai une visibilité. Vous voyez que je peux faire la porte à 45 ou la porte fermée. Porte ouverte. 45, fermée. J'ai été un petit peu plus vite parce que j'ai pris du retard, mais vous retrouverez bien évidemment cet exemple sur notre blog. Voilà en ce qui concernait la porte avec visibilité. Je pourrais également faire un autre exemple. Je vais dessiner une autre porte, 90, 90, et je vais ici mettre départ, centre, fin. Voilà, supprimer ça. Je vais en faire un bloc, donc B pour bloc, je vais l'appeler porte inversion. Choisir un point, mon bloc sera là. Sélectionner, je vais aller ici, je vais faire OK, je double-clique. Maintenant, pour que ma porte puisse à la fois s'ouvrir de ce côté-là ou de l'autre, ça va être très simple. Premier paramètre, ici dans paramètres, je fais inverser, je me mets au milieu ici, je prends l'axe et je clique. C'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je vais mettre l'action, j'ai mis le paramètre, je viens ici dans action, inverser, je clique sur le paramètre, je suis ce qu'on me demande. Hein. Hop, je sélectionne les objets, je fais Enter, c'est terminé. Je charge ça dans mon projet, je clique ici et vous voyez que maintenant avec la flèche, je peux automatiquement venir faire ça. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour une inversion porte. On pourrait le faire également pour l'autre côté. Voilà pour cette question. Utilisation des SCU. Alors là, je bascule rapidement en 3D maintenant. Alors pour basculer en 3D, sauf si vous avez le LT évidemment, vous venez ici, modélisation 3D. Vous voyez, vous avez un petit engrenage ici. Hop, modélisation 3D. Votre interface va changer. Vous êtes maintenant en 3D. Je vais cliquer sur la petite maison pour me mettre en perspective. Hop, et je vais dessiner ici une boîte. Alors évidemment, ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà AutoCAD 3D. Sinon, au moins à titre d'information, ça vous permettra de voir comment on fait. Alors, vous voyez que pour l'instant, le plan, il est au sol. C'est-à-dire que si je veux dessiner un cylindre, je le dessine par rapport à ce plan-là. Eh bien, dans l'onglet début, vous voyez ici, j'ai des SCU. Celui que j'utilise moi tout le temps, c'est le 3 points. Et je vais expliquer à AutoCAD que j'aimerais plutôt que le plan soit par rapport à cette face-là. Donc, je clique sur 3 points, je clique sur le premier point de mon objet, le deuxième et le troisième. Et vous voyez que la grille, cette fois, vient de se mettre par rapport à la face. Je prends cylindre et hop, cette fois, j'ai bien changé mon SCU. Si je veux revenir à mon SCU principal, je peux venir cliquer ici et je reviens à mon système de coordonnées général. Si je veux maintenant me mettre par rapport à là, 3 points, premier point, deuxième point, troisième point, je prends le cylindre et hop, cette fois, je suis par rapport à là. Voilà une première approche. Venez me voir en formation, évidemment, on ira beaucoup plus loin. Mais en tout cas, voilà une première approche de l'utilisation des SCU. Vous pourriez faire pareil en 2D en cherchant 3 points pour vous orienter. Je répète, SCU, c'est système de coordonnées utilisateur. Voilà pour cette question. Opération Boolean en 3D, c'est beaucoup plus facile que ce que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, je vais me remettre en SCG. Imaginons que j'ai une première sphère ici, une deuxième sphère comme ceci, donc les deux rentrent comme ceci. Je vais copier tout ça pour qu'on gagne un petit peu de temps. Alors, je vais enlever ça. Volontairement, je n'utilise pas trop de raccourcis clavier pour que vous ne soyez pas gênés. Ça, c'est donc ma forme de base, deux objets. Ben, vous voyez que ici, dans l'onglet début, je clique ici, celui d'union, je sélectionne les deux, Enter. Ici, j'avais bien deux objets. Ici, j'ai un seul objet. Si je veux faire la soustraction, c'est ici. Je clique sur la première forme, Enter. Je clique sur la deuxième, Enter. Et là, vous voyez que j'ai l'étoile noire.
Voilà. Et enfin, l'intersection des deux. Je viens ici, je sélectionne les deux, Enter. Je n'ai plus que l'intersection des deux. Voilà comment on fait de manière très simple des opérations booléennes en 3D. Enfin, les bases du rendu avec AutoCAD. Alors, évidemment, ça va être une approche très simpliste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais voilà. Quand je vais dessiner un objet, alors je vais faire un fichier nouveau pour qu'on soit bien d'accord. Je vais par exemple dessiner une boîte. Alors je vais bien me mettre en perspective en cliquant sur la petite maison et je vais dessiner une boîte. Ici, là où il y a marqué filaire, je vais mettre en réaliste par exemple. Et puis en dessous, je vais dessiner une autre boîte qui va me permettre d'une certaine manière de schématiser un petit peu le sol. Bon. Lorsque je viens dans l'onglet Vue, vous voyez que, visualiser, vous voyez que le ciel, je ne peux pas y accéder. Ce qui veut dire que quand je fais un rendu, j'obtiens ça. C'est un peu moyen. Pour que le ciel soit actif, justement, vous devez cliquer ici, là où il y a la petite maison. Regardez, je vais cliquer dessus, il va se repositionner et regardez ce qui se passe au niveau du ciel. Cette fois, l'icône est activée. Je vais mettre l'arrière-plan ciel illumination activé. Si je fais un rendu maintenant, vous voyez qu'on voit que l'éclairage du ciel, on voit que c'est un petit peu bleuté. Là, j'ai quelque chose de pas mal. L'état du soleil, je peux le laisser tel quel. Les ombres, je peux mettre toutes les ombres complètes pour être sûr. Alors, il me dit, oh là là, j'ai besoin de processeur, ce n'est pas un problème. Voilà ce que j'ai. Et je pourrais cliquer sur l'état actuel du soleil et de désactiver l'éclairage. Vous voyez, il est recommandé. Je vais ajuster les paramètres. Et là, vous voyez qu'il m'ouvre une fenêtre. Je vais activer l'environnement. Et par exemple, si je me mets ici sur village, regardez bien, hop, je vais voir tout autour un arrière-plan, une image HDRI que je vais pouvoir tourner comme je veux et je vais pouvoir régler mon rendu. Et une fois que j'aurai par exemple mis, regardez, si je viens mettre par exemple là-dessus, je clique sur navigateur de matériaux, puis je vais aller chercher ici tout ce qui est Chrome par exemple. C'est un Chrome, si j'en trouve. Voilà, ici j'en ai vu, il y a du Chrome, voilà, là j'ai des Chrome. Je vais prendre celui-ci, je vais le mettre directement là-dessus. Je vais faire mon rendu. Et vous voyez que mon rendu, alors je vais essayer de tourner un petit peu différemment pour qu'on voit quelque chose, mais il va récupérer tout ce qu'il y a autour du fait que justement j'ai activé le ciel maintenant. Il va me montrer l'environnement que j'ai tout autour et je vais mettre par exemple la place. Regardez, je vois bien qui se reflète ici l'environnement. Voilà une première approche un petit peu rapide, je m'en excuse, mais j'ai plus beaucoup de temps pour commencer à avoir des rendus qui ressemblent un petit peu à des rendus dans AutoCAD. Et enfin, la dernière question, les certifications Autodesk ACP, ACU. Donc là, je n'ai plus besoin d'activer le logiciel. Sachez que Autodesk propose des certifications pour vous, les utilisateurs, pour valider un petit peu vos acquis. Vous en avez deux types. Vous avez pour commencer l'ACU, qui est l'Autodesk certifié user, donc utilisateur, qui se passe avec un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre dans un laps de temps bien prédéfini. C'est très intéressant, c'est pas très compliqué, ça vaut vraiment le coup, c'est en français. Vous avez par contre l'ACP, l'Autodesk certifié professionnel, qui elle est en anglais, qui permet d'avoir une certification reconnue, qui est cette fois en anglais. Sachez que nous, chez Man & Machine, nous vous proposons à la fois de vous préparer à ces examens et nous vous faisons passer ces examens-là. Donc, je ne saurais trop vous conseiller que d'appeler nos commerciaux qui se font un plaisir de vous donner des indications. Moi, je vous conseille, ce n'est pas pour vendre de la certification, mais je vous conseille de les passer, au moins déjà de passer la CU, parce que c'est vraiment une validation des acquis et vis-à-vis de vos employeurs ou éventuellement de vos futurs employeurs, c'est une reconnaissance
Et sur un CV, c'est toujours bien d'être reconnu par Autodesk, le créateur des logiciels, l'éditeur des logiciels, comme quoi vous êtes un très bon utilisateur ou voire même vous êtes un utilisateur professionnel. Sachez que nous, chez Man Machine, nous sommes tous des instructeurs Autodesk. Ça veut dire que nous avons passé les échelons, nous aussi, comme vous, on commence, et puis on est maintenant en haut de la pyramide, mais venez nous voir et on vous donnera un coup de main pour arriver le plus haut possible. Voilà, j'espère que nous allons conclure. J'espère que vous avez eu plein de petites informations. Avez-vous des questions? J'ai essayé vraiment de répondre à toutes les questions qui m'étaient posées. Voilà. De toute façon, n'hésitez pas à me contacter via Manette Machine, mais en tout cas, vous retrouverez ce webinaire sur notre site internet. Voilà, ben, je vous remercie. Ben, c'est très gentil, merci Serge. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples formations, renseignements, et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver en formation pour plein de bonnes choses. Merci, c'était très bien. Merci beaucoup, Joël. Ça nous fait toujours plaisir quand on a des bons retours de nos webinaires. On fait au maximum. Donc, je pense que d'ici un mois, nous aurons de nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous dire un petit peu ce qui vous intéresserait. Et on a une équipe, tous les copains seront là et les copines seront là pour vous répondre. En tout cas, on est toujours dans l'attente de vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et passez une très bonne fête en avance. À très bientôt.